On repasse un peu sur le Covid. Ça faisait longtemps, dites donc. Bon, en même temps, c'est peut-être pas marrant le Covid, mais ça fait partie de l'actu, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet en plus qui me tient assez à cœur parce que je connais beaucoup de petits indépendants. Et c'est clair que dans le monde, souvent, par exemple, la gauche, je trouve, quand elle parle beaucoup des grands patrons, des patrons, et peu souvent, je trouve, elle est peu souvent assez claire sur ce qu'elle appelle des patrons et des grands patrons. Et donc souvent, beaucoup d'indépendants se sentent visés par la gauche, alors que, bah, parfois, elle parle pas d'eux, en fait. Et de manière générale, d'ailleurs, dans le gouvernement, on parle beaucoup des patrons, on parle beaucoup des grandes entreprises, mais finalement, les indépendants, souvent, sont laissés un peu sur le côté. Et je pense qu'il est important de porter aussi leur voix. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé un article sur les indépendants et le Covid, qui est extrêmement intéressant. On va en parler tout de suite. Faillite, la théorie des grandes entreprises est imbuvable pour les petits indépendants. UCM. Alors, Union des classes moyennes, UCM, comme ça vous savez. C'est la fin du moratoire sur les faillites. La mesure générale, prolongée fin décembre dernier, protégeait toutes les entreprises de leurs créanciers, le fisc, l'ONSS, mais aussi des fournisseurs impayés. Dès ce 1er février, la possibilité de citation en faillite fait donc son grand retour. C'est hardcore, hein. C'est assez hardcore, vous allez voir un peu dans l'article, mais voilà, vous dites quand même à des gens, parfois des sociétés qui fonctionnaient, bah ok, maintenant c'est fini. Désolé, mais vous pouvez faire faillite, hein. Écoutez, la moitié des gens sont en chômage technique, mais trop tard, pas de chance. Jusqu'à ce lundi, toutes les entreprises étaient donc à l'abri. Toutes celles qui étaient saines financièrement avant la crise et celles qui ne l'étaient pas. La fin de ce moratoire, est-ce une bonne chose? La réponse dépend de la personne à qui vous posez la question, et cela au sein même du monde de l'entreprise. Et oui. Un banc patronal divisé. Le banc patronal est très loin d'être unanime sur cette question. Je veux faire une petite parenthèse d'ailleurs. Pourquoi un banc patronal divisé, de base? C'est parce que justement, en fait, le Covid, d'ailleurs, quel que soit le système, quel que soit, on l'a bien vu, hein, quelle que soit la politique, entreprise, etc., le Covid, met à mal le système dans lequel il est. Il le met à rude épreuve, d'accord? Que ce soit le communisme, que ce soit les dictatures, que ce soit quel que soit le pays, on s'en fout. C'est pas ça, ce que je veux dire, c'est juste qu'effectivement, du coup, ça montre les limites, ça montre là où le système a des manquements. Et c'est pour ça que le Covid a un très grand intérêt. Et nous, évidemment, comme on est dans du capitalisme, c'est hyper intéressant de voir les limites du capitalisme. Le banc patronal est très loin d'être unanime sur cette question. Du côté de la FEB, Fédération des entreprises de Belgique, on valide la fin du moratoire en considérant que la mesure globale était destinée à être temporaire, et que la fin du temporaire, c'est maintenant que les faillites font aussi partie de la vie économique. Et ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement dur. Ce sont des mots super durs. Moi, je lis ça, hein, vraiment, comme ça, je me dis, je me verrais pas dire ça à un indépendant, quoi. Enfin, genre vraiment, je sais pas si vous connaissez des indépendants autour de vous, mais c'est un peu comme si on disait à un employé, bah écoute, le système c'est comme ça, donc t'es viré parce qu'on a besoin de gagner de l'argent. Pour moi c'est exactement le même esprit, quoi. C'est vraiment le même mauvais côté. Le mauvais côté du capitalisme. Qu'on soit d'accord, voilà, que je veux vraiment être clair à ce niveau-là. C'est pas une question de est-ce qu'on est capitaliste ou non. C'est vraiment plutôt dans le système capitaliste, d'accord? Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Et ici, on parle vraiment d'un aspect négatif, c'est on présente parfois aux gens comme si c'était une fatalité et que voilà, bah non, le capitalisme c'est comme ça. Sauf qu'évidemment, un système est voué à s'améliorer. D'accord? Une idée n'est jamais parfaite. Donc, la fin du moratoire est une catastrophe. Or, pour Pierre-Frédéric Nist, président de l'UCM, la théorie défendue par les grandes entreprises, qui est une théorie macroéconomique qui dit qu'une forme d'assainissement n'est de temps en temps pas mauvaise, est imbuvable et incompréhensible pour les indépendants, pour les petites structures. Selon lui, il fallait au contraire prolonger ce moratoire. La fin du moratoire est une catastrophe et nous estimons que c'est une faute. Et pour le coup, je pense... Personnellement, je suis de cet avis. Mais en fait, pour moi, justement, le problème, il est là. C'est qu'en fait, on se retrouve à faire un choix. Soit on est 100% capitaliste,
et on se dit, bah ouais, une entreprise qui s'écroule. Le capitalisme, c'est ça, hein. C'est des entreprises qui s'écroulent pour donner naissance à des entreprises qui vont rebondir sur ces écroulements pour proposer des concepts nouveaux, des choses nouvelles, en fait. Et faire, du coup, évoluer le monde par la compétitivité, d'accord ? Sauf que, est-ce que le capitalisme, tout comme le communisme d'ailleurs, hein, est-ce que ce sont deux systèmes qui sont pensés dans les moments de crise ? Alors je ne sais pas si vous avez étudié le communisme, moi on l'a déjà présenté, plutôt pas le communisme mais le marxisme, c'était assez intéressant, parce que apparemment le marxisme est peut-être pensé pour les moments de crise. Mais en tout cas, si on prend le communisme et le capitalisme comme on en a l'image de manière générale, en fait non, le capitalisme il n'a pas été pensé pour les moments de crise extrême, et il n'a pas été pensé, le capitalisme il est beau quand tout va bien. Et c'est là un peu le problème, c'est que là, tout ne va pas bien. Et dire à des gens, écoutez, tant pis pour votre société, hein. Elle allait très bien avant la crise. Bah ouais, pas de chance, hein. Vous avez pas des milliers et des milliers d'euros à investir pour changer tout votre système, tant pis, hein. Et dire ça à des gens qui dépendent entièrement, et en plus aujourd'hui, on pousse beaucoup les gens à devenir indépendants, et être indépendant, c'est une moins grande pension, un chômage moins grand, enfin, il y a beaucoup moins d'aide de l'État. Donc c'est, je trouve, très très injuste, en partie, parce que malheureusement, on l'a pas prévu comme ça, on l'a pas pensé, le capitalisme dans lequel on est n'est pas un capitalisme, selon moi, pensé pour les moments de crise. Éviter les faillites évitables. Il y a en fait, sur cette question de la fin du moratoire, une ligne de fracture entre d'un côté les grandes entreprises, plutôt représentées par la FEB, et de l'autre les petits indépendants, notamment défendus par l'union des classes moyennes. Et ça c'est très important. Quand une compagnie aérienne se casse la figure, on ne vend pas la maison du CEO. La faillite d'une grande entreprise, d'une multinationale, n'est vraiment pas comparable avec la faillite d'un indépendant ou d'une PME, poursuit Pierre-Frédéric Nist. Quand vous avez une compagnie aérienne qui se casse la figure, passez-moi l'expression, on ne va pas vendre la maison du CEO. Et il y a toujours bien une autre compagnie qui sera intéressé pour donner un nouveau souffle et racheter une partie de l'activité. Mais quand vous avez un commerçant qui tombe en faillite, ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est encore un point soulevé, extrêmement important. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, mais je l'avais dit. Je l'avais dit. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo, effectivement, on avait vu que Volkswagen, je crois, ou BMW, je sais plus, l'un des deux, la marque de voiture allemande qui avait triché concernant les normes de pollution, aurait dû faire faillite. Elle aurait dû. Mais comme elle donnait énormément de travail en Allemagne, eh bien, ils ont décidé de la sauver, en fait. Et la question est, pourquoi est-ce qu'on sauve une société qui aurait dû s'écrouler parce qu'elle avait fait des magouilles, elle a littéralement fait des choses illégales, des mouvements illégaux. Elle aurait dû s'écrouler. Une société, normalement, par exemple, qui blanchit de l'argent, on la garde pas, par exemple. Là, pour moi, c'est un peu la même chose. Une société qui fait un délit, voire même un crime, puisque du coup, là, on est en train de débattre sur le fait de polluer la planète, est-ce que c'est un crime ou pas, mais c'est clair que ça ne va pas. C'était pas normal. Et là, pour le coup, pourquoi est-ce qu'avec les petits indépendants, on accepte comme ça qu'il y ait des sociétés qui tombent et qu'il y en ait d'autres qui naissent, mais pas pour les grosses sociétés, que pour les grosses sociétés soit beaucoup plus difficile, parce qu'ils ont toujours des repreneurs, parce qu'ils ont toujours... c'est vrai qu'un indépendant risque de perdre sa maison, et malheureusement pas une grosse société. Parce qu'ils ont tellement de moyens, et puis ils ont tellement de prestance, en fait, souvent, que la plupart du temps, ça va être acheté. Bien sûr, il y a des exceptions, attention, hein. Bien sûr, il y a des exceptions qui, pour moi, confirment la règle. Justement, il y a des exceptions où il y a des sociétés qui sont vraiment écroulées, on n'en a plus jamais entendu parler, mais c'est quand même assez rare. Et je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Simon Puelch, je crois, sur l'entreprise Oui, je crois qu'elle s'appelait, qui était une entreprise qui s'est écroulée, qui a perdu 40 milliards de dollars en une journée, je crois, à la bourse, et qui a été quand même reprise et rachetée, et ce qui a évité effectivement un drame social et même plus largement économique, parce qu'ils avaient acheté dans tous les sens. Ce que nous voulons vraiment, c'est éviter les faillites évitables. C'est aider ceux qui étaient sains avant la crise Covid, qui ont un genou au sol aujourd'hui et qui demain risquent d'être complètement par terre. Ce risque pourrait concerner 50 000 entreprises belges en 2021. 50 000 faillites faute de nouvelles mesures si l'on en croit le bureau d'analyse Graydon. Un risque particulièrement marqué justement pour les petites entreprises. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier, petite parenthèse, que les petites entreprises, c'est aussi les restaurants, c'est aussi les magasins, les petits magasins, c'est aussi... c'est
Indépendant, c'est extrêmement large. Hein. Un tsunami de faillite dans les jours qui viennent? Est-ce qu'on doit alors s'attendre à un tsunami de faillite dans les jours qui viennent avec la fin de ce moratoire? Pas forcément non. D'abord parce qu'il y a ce qu'on appellera le temps de la justice. Pierre-Frédéric Nist confirme que, paradoxalement, il ne faut peut-être pas s'attendre dès le début du mois de février à de nombreux jugements déclaratifs de faillite. Tout simplement parce qu'il faudra lancer des citations et il y a un délai à respecter. Et puis les gens viendront devant le tribunal et ils viendront s'expliquer. Moratoire tacite. Alors, parenthèse encore, c'est chouette. Ça, c'est, vous voyez, ça pour moi, c'est un des arguments pour lesquels il faut absolument garder une justice juste, équitable et surtout accessible, parce que je crois que c'est le plus gros problème aujourd'hui. C'est qu'effectivement, bah, les gens peuvent venir s'expliquer devant un juge, devant un être humain, qui va lui-même, et qui en plus, il peut encore faire appel, s'il n'est pas d'accord avec le jugement, pour demander à un autre être humain, qui aura peut-être un autre avis, mais c'est vrai que c'est extrêmement humain en fait. C'est juste tout simplement humain de permettre à quelqu'un de pouvoir se justifier devant un autre être humain et de pouvoir dire bah écoutez, moi ça allait très bien et puis le Covid est venu m'anéantir quoi. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de créer des lois en disant bah ouais, allez, hop, toutes les entreprises vont fermer, par exemple, j'invente, hein, mais plus d'indépendants, plutôt que de le dire à tous les indépendants un par un, parce que les juges, c'est littéralement du coup ce qu'ils vont faire, quoi. Ah, toi tu fais faillite, toi tu fais peut-être pas faillite, pourquoi, comment? Donc voilà. Moratoire tacite. Ensuite, parce qu'il se pourrait que le FIX et l'ONSS, les entités publiques qui sont les principales sources d'assignation en faillite, soient conciliantes dans les semaines qui viennent et lèvent le pied par rapport aux créances d'entreprises en difficulté vis-à-vis des pouvoirs publics. Une sorte de moratoire de fait ou moratoire tacite que l'UCM appelle de ses vœux. Que l'État ne soit pas le premier à flinguer, passez-moi l'expression, les indépendants, souhaite le président de l'UCM. Ensuite, nous espérons que les tribunaux auront une oreille particulièrement attentive pour les plus faibles et les plus petits. Les magistrats ne vivent pas dans un monde où il n'y a pas de Covid. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est un peu ce que je disais finalement par rapport à la différence entre la politique et la justice, c'est que les juges, bah, ils ont conscience quand même du Covid, et c'est vrai que les politiciens ne vont pas devoir dire à un gars en pleurs, en train de dire qu'il va tout perdre, qu'il va faire faillite, alors qu'un juge, lui, va devoir le dire. Donc, je vous laisse un peu imaginer le poste du juge, et aussi pourquoi parfois certains juges sont conciliants. Parce que c'est extrêmement compliqué de dire à quelqu'un qui dit bah j'ai plus rien, c'est fini, j'ai plus rien, et tout ça, avant le Covid ça marchait nickel, c'était en train de se lancer, et puis maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui se sont lancés juste avant le Covid, et surtout des jeunes en plus, donc c'est très triste. Réforme de la PRJ. Enfin, parce qu'au niveau fédéral, une réforme de la procédure en réorganisation judiciaire est en cours. Réforme qui vise dans les grandes lignes à fluidifier une procédure dont l'objectif est justement d'éviter autant que faire se peut la faillite. Sans rentrer dans les détails, il est question de rendre cette procédure moins contraignante en termes d'accès et de lui joindre la possibilité d'une médiation préalable, entre autres. Cette réforme devrait être examinée en commission du Parlement fédéral cette semaine. Reste à voir si elle permettra réellement d'éviter de nombreuses faillites d'entreprises saines avant la crise. Reste à voir donc ce qui va se passer entre la fin du moratoire ce 1er février et la possible entrée en vigueur de cette réforme. Et c'est important aussi justement de souligner ce genre de choses. L'État ne reste pas les bras croisés non plus face à toutes ces faillites. Ils ont aussi conscience. On est heureusement justement pas dans le cas de figure dont je parlais de « Allez, on vire tous les indépendants ». Non. L'État a bien conscience qu'il faut agir, qu'on ne peut pas juste les laisser comme ça sur le bord de la route. Et je suis persuadé que quel que soit le bord politique, il y a énormément de politiciens qui ont envie, qui ont envie d'améliorer les choses. On a une extrême mauvaise opinion des politiciens, mais je pense qu'il y en a quand même, qui pensent faire le bien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font parfois pas les bonnes choses, mais involontairement. Et c'est important de le souligner parce que voilà, ils agissent, on verra si ça aura des effets. Ce n'est peut-être pas suffisant, ce n'est peut-être pas l'optimal, mais peut-être qu'au moins ils essayent. Et puis moi ce que je pense c'est que de toute façon en réalité, je vais me remettre en grand hein, parce que l'article est terminé. Moi ce que je pense c'est qu'en réalité de toute manière, il faut pas rêver. Il faudra faire des réformes, mais des réformes sur le long terme plutôt que maintenant, là, encore en pleine crise de Covid. Je pense, moratoire ou pas, enfin moi j'aurais allongé le moratoire parce qu'en réalité je pense que l'économie aujourd'hui n'a aucun sens. On peut pas juste effectivement laisser les grands qui peuvent rebondir sur leurs ressources financières extrêmement grosses et continuer à faire tourner le marché et puis les petits les laisser s'écrouler. Je pense que là, on est face un peu à une injustice. Je pense qu'on travestit un peu ce qui est réellement le capitalisme. Et que le capitalisme, je vais le dire un peu comme ça, ce sera un peu ma phrase de phare, mais que le capitalisme vaut mieux que ça. Voilà.
Ça, c'est mon opinion. N'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, évidemment. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les sources dans la description, évidemment, et à la partager. Voilà, tout ça. L'habitude. L'habitude. Voilà. On se retrouve bientôt pour un autre article. La bisette, hein. Et puis à bientôt. Yes!